Et après 4 années de crise et de turbulences économiques, quelles sont les perspectives pour le continent africain en termes de croissance, mais aussi de création d'emplois? On en parle avec notre invité Luc Hérault. Bonsoir. Bonsoir, Vous merci de me êtes, recevoir. vous êtes le directeur des études régionales pour l'Afrique subsaharienne au FMI, le Fonds monétaire international. Alors, vous publiez votre rapport sur les perspectives économiques globales, rapport 2024. Vous venez de voir le reportage sur l'inflation, c'était l'exemple du Nigeria. Est-ce que vous diriez qu'en 2024, l'inflation reste la crise majeure pour l'Afrique subsaharienne? Alors l'inflation, c'est un défi majeur pour les pays d'Afrique subsaharienne. La bonne nouvelle récemment, c'est que l'inflation est en baisse. Elle était en moyenne de 10% à la fin 2022. Elle est aujourd'hui de 6%. Mais on a un nombre de pays assez important. On a encore une inflation à 2 chiffres. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que même quand l'inflation a baissé, vu que le niveau des prix a augmenté, ça veut dire que les prix augmentent moins vite, mais ils restent très élevés. À quoi c'est dû d'ailleurs cette baisse de l'inflation dont vous parlez? Alors c'est dû à la baisse des prix des matières premières sur les marchés internationaux. Quand les prix du riz, par exemple, ou d'un produit de consommation courant baisse qui sont fixés sur les marchés internationaux, ça réduit évidemment les prix domestiques parce que les gens importent ces produits pour se nourrir. Et c'est dû aussi à un deuxième facteur qui est l'augmentation des taux d'intérêt par les banques centrales. On a eu un resserrement dit de la politique monétaire dans ces pays. Concrètement, est-ce qu'il peut y avoir une reprise économique importante en Afrique subsaharienne avec une inflation qui, même si elle est en baisse, continue de rester haute? Concrètement, pour monsieur et madame tout le monde, pour la reprise économique et pour la création d'emplois, est-ce que ça ne reste pas problématique? Alors ça reste problématique, mais la croissance accélère cette année. Nous prévoyons une hausse de la croissance qui était de 3,4% dans la région l'année dernière vers 3,8%. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle pour le continent africain. La reprise est de retour. La reprise est de retour dans 2 tiers des pays de la région. Reprise de retour après la crise des années Covid, après la crise de la guerre en Ukraine. Comment est-ce que vous expliquez ce retour de la croissance? Alors déjà, il y a une reprise dans certaines régions du monde, en zone euro, aux États-Unis. Et ça, évidemment, les pays africains ont des exportations vers ces marchés. Ça relance la croissance. Et une deuxième chose qui a été positive récemment pour les pays, c'est que les conditions financières internationales se sont un peu améliorées et que les pays africains qui n'avaient plus accès au marché des capitaux internationaux depuis 2 ans sont de retour. En janvier, la Côte d'Ivoire est le premier pays qui a émis 2,6 milliards de dollars en emprunt international, ce qu'on appelle les euro-obligations, sur les marchés internationaux. C'est-à-dire que les pays peuvent emprunter pour réaliser des projets économiques. Et donc ça favorise la reprise. Mais peut-être concrètement, puisqu'on parle quand même de macroéconomie, concrètement, cette reprise, cette croissance qui est de retour, comment ça se traduit dans le quotidien des gens et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles mesures prendre pour que ça se traduise de façon positive dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde? Bien sûr, la baisse des taux d'intérêt, ça impacte monsieur tout le monde. Si vous voulez emprunter, si les taux d'intérêt sont plus bas, vous pouvez emprunter davantage, vous avez plus d'activité économique. Si vous allez à votre banque et qu'on vous donne un taux de 20% pour développer votre entreprise, vous n'allez pas investir, vous n'allez pas développer votre entreprise. Sachant qu'en Afrique, le commerce informel et l'économie informelle est très importante, est-ce que cette baisse des taux d'intérêt peut véritablement impacter l'économie? Alors elle peut impacter par l'intermédiaire du secteur public. Parce que peut-être les individus, en effet, le secteur informel eux-mêmes n'empruntent pas, mais le secteur public qui fait des routes, qui fait des transferts sociaux, lui-même a moins de capacité d'action quand les taux d'intérêt sont très élevés. Donc le gouvernement a moins de capacité à financer l'éducation, la santé, des routes. Quelles mesures, selon vous, il faudrait de la part des gouvernements publics pour que cette reprise de la croissance soit véritablement positive dans la vie des citoyens? Quelles mesures d'accompagnement, quelles politiques publiques? Alors, à mon avis, l'une des politiques les plus importantes dont parle dans le rapport, c'est l'éducation. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, il y a une croissance démographique, comme vous le savez, assez forte. Et dans la décennie qui vient, un jeune sur 2 qui rentrera sur le marché
du travail mondial viendra d'Afrique subsaharienne. Donc pour que ces jeunes, aujourd'hui, deviennent des travailleurs demain qui contribuent à l'économie mondiale, il faut qu'ils aient une éducation de qualité. Et donc, quand l'État met en place des politiques d'éducation actives, ça bénéficie vraiment à la population. Peut-être une question encore sur les turbulences qu'il y a eu ces dernières années, et notamment ces derniers mois. Je parle de la crise politique, notamment au Sahel, les successions de putsch. Est-ce que quand il y a des putschs, des régimes militaires, est-ce que forcément ça impacte négativement l'économie de ces pays? Est-ce que c'est ce que vous constatez aujourd'hui ou pas forcément? Alors, en général, en effet, ça a d'abord un effet négatif parce que ça réduit l'investissement, parce que les bailleurs, les pays partenaires, généralement arrêtent leur financement ou en tout cas mettent une pause temporaire. Mais l'économie d'un pays, la croissance d'un pays, c'est beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et si je vous donne par exemple l'exemple du Niger, le Niger est passé par passe par ce type de transition politique, mais aujourd'hui, c'est la croissance la plus forte de toute l'Afrique subsaharienne. Mais à cause d'autres facteurs, la mise en service de projets pétroliers. Merci beaucoup, Luc Ayrault, directeur des études régionales pour l'Afrique subsaharienne au FMI. Je rappelle donc que vous avez sorti récemment votre rapport et peut-être un mot sur l'action du FMI, notamment avec les pays qui ont connu des crises politiques. Est-ce que vous avez continué de collaborer avec ces pays ou pas? Je pense par exemple aux pays du Sahel qui sont sortis de la CEDEAO. Concernant le FMI, est-ce que l'action continue avec ces pays-là? Alors, le FMI est présent dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Et depuis 2020, on a déboursé 60 milliards de dollars pour les pays de la région. C'est historiquement les déboursements les plus importants. Et donc vous continuez malgré on travaille les transitions. On travaille avec tous les pays. On ne met pas à l'écart certains pays. Merci à vous, Luc Ayrault, directeur des études régionales pour l'Afrique subsaharienne au FMI. Merci.